Jacques-François Marchandise, je suis habitué des événements dits numériques en commun et en même temps, je fais partie des heureux membres du conseil d'administration de SOGA donc j'approuve vraiment l'excellente idée de faire que la Social Good Week devienne NEC ESS. C'est-à-dire que un des enjeux qui s'est passé, ce que Claire Richard vient de vous raconter, c'est comment un monde qui se consolidé professionnellement, qui était le monde de la médiation numérique, a été décloisonné par ce format numérique en commun pour rejoindre à la fois des univers des communs, des univers d'un ensemble de champs thématiques qui méritaient d'avoir de la médiation et du soin à l'usage devant soi, et puis plus globalement les stratégies territoriales du numérique également, puisqu'il y en a un petit peu partout. Et donc l'étape d'après, c'est assez logiquement la suite des décloisonnements, alors à la fois avec des champs thématiques. Le dernier, le deuxième numéro de la revue NEC, il y a notamment un dossier sur la santé. Les acteurs de la santé ne sont pas exactement ceux dont les acteurs de la médiation numérique avaient l'habitude. Et puis, assez logiquement, ce que nous sommes en train de faire avec ce NEC ESS et organisé par SOGA, c'est de faire se parler, faire se rapprocher des acteurs qui viennent plutôt de l'économie sociale et solidaire, soit du champ associatif, soit du champ coopératif ou d'autres, et des acteurs qui viennent davantage des préoccupations autour des usages numériques ou des stratégies territoriales du numérique. Tout ça n'habite pas naturellement dans le même monde. Il y a encore énormément de sujets sur lesquels l'économique et le social sont disjoints, etc. Et on va s'occuper maintenant, dans cette table ronde de fin d'avant fin de journée, Access Prime Time, on va dire. On va s'occuper de données. Et donc, je vais proposer à nos intervenants présents de venir me rejoindre. Donc, on va leur proposer de se présenter quand ils seront ils et elles seront installés. Autour de la problématique des données d'intérêt général et des partenariats publics communs qui peuvent en surgir. Pourquoi est-ce que j'ai embrayé ce sujet-là sous l'angle des décloisonnements? En fait, les chercheurs considèrent assez facilement les données comme ce qu'on appelle des objets frontières. Les objets frontières, c'est des objets d'études auxquels on peut s'intéresser depuis plusieurs disciplines, avec donc plusieurs clés de lecture, mais autour d'objets d'études vraiment communs. Donc pour le coup, on peut être économiste, on peut être sociologue, on peut être géographe, on peut être venir des sciences du numérique, on peut venir de pas mal de domaines, on peut être juriste évidemment, et s'intéresser aux données de façon différente. Et le pire, ça serait de s'y intéresser de façon totalement disjointe. Et là, il se trouve qu'on a des sujets devant nous, on a des sujets à observer, des pratiques, etc. Et puis des questions d'avenir à soulever autour de ces objets frontières que sont les données d'intérêt général, dont on a vu progressivement quelques évolutions ces dernières années, avec par exemple l'ouverture des données publiques, avec par exemple la montée en puissance des enjeux de données personnelles également, et auquel certains d'entre vous ont consacré plusieurs sujets. C'est-à-dire qu'on est non seulement avec un objet frontière, mais limitrophe de préoccupations qu'on va voir du côté des communs de la connaissance, qu'on va voir du côté des données du territoire, qu'on va voir du côté de la décision publique, qu'on va voir du côté des rôles de la société civile dans le monde de demain, évidemment des enjeux écologiques, et j'en passe. Donc tout ça pour vous faire le teasing. Nous allons être rejoints en cours, mais en principe en première minute de table ronde. On a été prévenu par Mireille Clapeau, députée de la Drôme et présidente de la Commission supérieure du numérique et des postes, qui va nous rejoindre, sa place l'attend, et qui notamment sera là parce que la CSNP produit un avis dont elle nous rendra compte et qui porte précisément sur les sujets qui nous intéressent dans cette table ronde. Qu'est-ce qu'on commence par faire? On va commencer par se dire
de quoi est-ce qu'on va parler. On va essayer de planter le décor. On va profiter du fait, on a quelques petites choses à définir. Hein, données d'intérêt général, qu'est-ce que ça peut bien être, tout ça. Partenariat public commun, qu'est-ce que ça peut être tout ça. Et plus particulièrement, quand les acteurs de l'ESS et quand les acteurs associatifs s'en emparent, il se trouve que nous avons la chance d'avoir parmi nous Emmanuel Porte, qui vient de diriger un numéro et d'animer un numéro des cahiers de l'action sur les associations au défi des données numériques, et en interrogeant à l'intérieur de ça la place et les usages des données par les acteurs associatifs. Donc, Emmanuel, je te passe tout de suite la parole pour que tu nous dises pourquoi diable ce sujet est un sujet. Oui, bonjour. Enfin, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Donc effectivement, moi, peut-être que ça vaut le coup que je vous dise un peu déjà d'où je vous parle. Moi, je travaille à l'INJEP, qui est une structure qui s'appelle donc l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, qui est, pour le dire vite, l'organisme qui produit un peu des études, des recherches et des statistiques rattachées au ministère de la Jeunesse et des Sports sur les champs de l'éducation populaire, le sport, la vie associative et les politiques de jeunesse. Moi, je travaille plus spécifiquement depuis quelques années sur l'éducation populaire et j'anime donc cette revue qui s'appelle Les Cahiers de l'Action. J'en ai un exemplaire, mais elle est accessible en ligne sur le portail de Revue Kern et sur le site de l'INJEP, qui est une revue en fait qui se propose de partir des pratiques des acteurs, souvent des acteurs associatifs, mais parfois aussi d'acteurs qui sont inscrits dans les politiques publiques et notamment dans des collectivités, et de réunir un certain nombre de ces contributeurs pour vérifier ensemble l'hypothèse qu'on a un sujet autour duquel discuter, partager, voilà, et ensuite structurer un numéro qui part des pratiques des acteurs. Et il se trouve que, et Jacques-François l'a évoqué tout à l'heure, en 2017, j'avais déjà consacré un numéro de cette revue à l'époque à la question de la structuration du champ de la médiation numérique, qui était la structuration et l'émergence d'un monde professionnel qui venait interroger dans le champ qui était plus spécifiquement le mien, des acteurs éducatifs, de l'animation, de l'éducation populaire, les pratiques, puisqu'il y a un certain nombre de ces acteurs qui pouvaient venir de ces mondes-là, mais tous n'en venaient pas, et il y avait un certain nombre de frottements, mais en même temps de possibilités qui s'ouvraient avec l'affirmation de ce champ-là. Et ce qui était frappant à l'époque, et qui était de l'ordre du découpage du champ associatif tel qu'il était structuré, c'était le fait que le numérique était encore très très largement abordé soit comme une spécialité professionnelle d'un type d'acteur particulier, soit comme un enjeu d'outils à l'échelle associative. Et donc là, l'idée de ce numéro, ça a été de dire, prenons les données comme l'occasion d'aller un peu plus loin que ça et de faire le point sur comment les choses ont évolué en 2023. À la fois parce que ce qui était bien documenté dans le champ associatif de manière générale et dans l'éducation populaire en particulier, c'est que le numérique a apporté à ces acteurs associatifs qui réfléchissent aux logiques aux horizons d'émancipation, d'éducation, de solidarité sur les territoires, de nouveaux référentiels à travers les communs, à travers le logiciel libre, etc., à travers lesquels on rediscute les questions à travers l'empowerment aussi, on rediscute les horizons en gros d'émancipation sur lesquels on travaille, et puis avait produit de nouveaux métiers à travers le monde de la médiation numérique. Et donc, on a essayé d'organiser une discussion à laquelle Jacques-François nous avait fait le plaisir de contribuer, qui était une discussion avec, d'un côté, interroger les associations sur l'utilisation qu'elles ont de la donnée, et comment c'est devenu ou pas un enjeu interne important, mais aussi comment, d'une certaine manière, elles sont productrices de données et dans quelle mesure cette production de données est un peu conscientisée, fait l'objet d'une discussion associative, elle fait l'objet d'une discussion sur l'objet associatif, et pas seulement la mettre au défi de la résolution d'un problème technique. Donc voilà, on est parti un petit peu de ça dans ce numéro. Ce que je peux dire, c'est que
on y trouve à la fois des acteurs associatifs qui sont évidemment très investis sur ces questions de réflexion sur le numérique et sur la donnée depuis un certain temps, comme Framasoft par exemple, mais on y trouve aussi des acteurs qui s'en emparent plus récemment et avec plus d'inconfort, mais aussi plein d'ouverture de questionnements très intéressants sur les pratiques professionnelles et la mise en réseau et l'animation, comme par exemple les centres sociaux. Donc, je prendrai peut-être des exemples ensuite dans le deuxième tour de discussion, mais voilà un peu l'objet. Non, ça me paraît intéressant dès maintenant que tu donnes une ou deux illustrations de quelles données on parle, parce que moi, je suis très sensible au fait que les courageux participants ont déjà une journée dans les pattes, ce qui veut dire que pour stimuler leur attention, il faut absolument leur donner un ou deux exemples tout de suite. Ouais, alors, ce qu'on retrouve dans le numéro, c'est des données. Alors, il y a les données internes, il y a les données qu'on peut utiliser à l'intérieur d'un réseau pour réfléchir à son organisation, à son plaidoyer. Voilà. Donc, c'est le cas, par exemple, de la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, qui a développé un observatoire des pratiques du vélo à travers les associations qui sont membres de cette fédération et qui essayent d'articuler, de récupérer, de compiler les informations issues du réseau, à la fois dans une logique évidemment de plaidoyer pour donner à voir les activités autour de ces questions-là, mais dans une logique aussi interne de questionnement sur comment est-ce que la donnée peut aider à structurer ce travail fédéral, puisque c'est une association dont le nombre de membres a complètement explosé en quelques années avec l'explosion de la pratique de la bicyclette. Donc c'est à la fois un enjeu de gouvernance, un enjeu d'animation de réseau, un enjeu de production de connaissances sur l'objet sur lequel elles sont organisées, et un objet d'inscription territoriale, parce qu'il y a un certain nombre de groupes de travail locaux qui sont structurés autour de la question de la donnée. Donc là, on voit que c'est vraiment quelque chose qui est devenu un élément important du domaine. Et puis après... Et alors, sur ce premier exemple, il faut être très clair, il y a un impact extrêmement fort de la coproduction des données du vélo par les cyclistes et les associations cyclistes, notamment sur où passent réellement les cyclistes et pourquoi les pistes cyclables ne sont pas forcément au bon endroit, et comment est-ce qu'à certains endroits, ça fait changer les mobilités, par exemple dans la prise de conscience des mobilités automobiles de moins d'1 kilomètre comme étant aller du matériau pour le vélo. Hein. Alors, deuxième exemple. Alors, deuxième exemple qu'on peut prendre, c'est par exemple, on a un papier qui a été produit par Juliette Pérez qui travaille sur les questions alimentaires dans une association qui s'appelle Fablim et qui là s'est posé la question à travers une recherche-action produite par l'association de la manière dont on pouvait produire en commun entre des acteurs concernés par un défi lié à l'agriculture en commun qui étaient liés aux problèmes d'alimentation, et donc de prendre à la fois les acteurs associatifs, les acteurs de la recherche et les acteurs de la filière pour essayer de déterminer ensemble les modalités de construction d'un outil d'observation du développement de leurs enjeux alimentaires communs, et donc de travailler à la mise en place d'abord d'un vocabulaire en commun, du choix de l'outil, de la gouvernance de l'outil avec lequel ils ont travaillé, l'ensemble devant alimenter une recherche-action produite avec des chercheurs en laboratoire, mais intégrée dans une gouvernance aussi un peu originale pour eux, ce qui évidemment est aussi très intéressant du point de vue global du champ associatif, parce qu'on sait de quoi on hérite en termes de recherche-action, de réflexion sur des think tanks ou des laboratoires de réflexion embarqués dans le monde associatif. Mais là, ce qui peut s'inventer à travers la coopération sur un objet particulier technique qui est la donnée est aussi une nouvelle manière de travailler le rapport à la connaissance ensemble, parce que chacun vient avec un bout de l'expertise de cette donnée, entre ceux qui l'ont produit, ceux qui vont l'analyser, ceux qui sont en capacité de trouver les bons outils avec lesquels la structurer et la travailler. Et ça, c'est vraiment des expériences aussi très originales et je trouve très intéressantes. Donc là, on n'est pas au niveau d'une fédération ou d'un acteur national, mais on a un exemple qui a vraiment valeur
national dans sa généralisation possible en termes de réflexion sur l'actualisation des modèles de la recherche-action via les horizons des sciences participatives telles qu'on les appelle aujourd'hui. Merci pour ces deux exemples. On poursuivra sur ces sujets-là, mais en tout cas, l'arc de ce qui est présenté dans ce numéro des cahiers d'action, c'est des choses qui sont en fait assez diverses, qui peuvent être d'ordre militant, qui peuvent être d'ordre scientifique, ou qui peuvent être d'un ordre, j'allais dire, d'usage plus ordinaire, qui se révèle avoir une portée au-delà des conditions de production initiale des données. Moi, ce qui me paraît important à souligner à ce stade, c'est comment en quelques années les données sont devenues des objets politiques, économiques et sociaux, très territorialisés pour beaucoup d'entre elles, et avec donc des nouvelles façons de les considérer complémentaires de celles que pouvaient avoir les informaticiens, les statisticiens, les géomaticiens, etc., qui s'en emparaient classiquement. Là, ce n'est pas les mêmes acteurs autour de la table, et quand ça vient du champ associatif, ce n'est pas la même sociologie non plus d'usage autour de la table. Et donc maintenant, on va continuer à brosser le décor et les constats d'aujourd'hui. Et je vais avoir le plaisir de passer la parole à Vincent Bachelet d'Inocube. Vincent étant à la fois chercheur et enseignant, je suppose. À mes heures perdues. À tes heures perdues. On est la nuit et ce genre de choses. Et à côté de ça, faisant partie de la coopérative Inocube, pour ceux qui ne la connaissent pas, étant un acteur tout à fait passionnant de la réflexion et production de vision sur notamment, principalement les dimensions juridiques liées au commun. Donc voilà, je te laisse te présenter mieux que je ne le fais et nous raconter derrière de quoi on parle quand on parle de données d'intérêt général, par exemple. Oui, j'ai essayé de me représenter rapidement, mais ça a été déjà très bien fait. Donc, je suis membre d'Inocube, qui est un cabinet de conseil qui accompagne des acteurs de tout type, publics, privés, petits et grands, dans la mise en place de stratégies liées à la structuration de projets autour soit d'un logiciel open source, soit de données qui vont être mises en open data ou en open science, plus particulièrement dans le contexte de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais aussi à l'aide à la structuration de projets de commun numériques, donc sur les aspects juridiques, mais aussi économiques, stratégiques, la réflexion de la vie en communauté, etc. Et je fais en parallèle, donc dans le cadre d'une convention CIFRE, en quelque sorte en alternance, une thèse où je cherche une réponse juridique à la problématique de la rémunération des travailleurs des communs. Et donc pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, en tant que juriste, et ça me paraissait important de repartir, de reciter, de qualifier ce dont on parle quand on parle de données d'intérêt général. Et c'est un sujet qui est assez intéressant puisque c'est un terme qui revient depuis un moment, depuis la loi pour une république numérique donc de 2016 et même les débats qui l'ont précédé. Donc depuis le milieu des années 2010, on a cette notion de données d'intérêt général qui émerge sans qu'il y ait forcément de définition qui en soit donnée aujourd'hui. Ça a été une notion qui a été très développée dans le rapport Botorel de 2021, sans toujours, et même en faisant le constat de la difficulté aujourd'hui de définir ce qu'est une donnée d'intérêt général. Donc j'ai cherché un petit peu, j'ai trouvé la définition la plus précise que j'ai pu trouver aujourd'hui. C'est des données qui sont détenues par des acteurs privés, mais dont l'ouverture revêt une importance particulière pour le fonctionnement efficace du marché ou des politiques publiques d'intérêt général. Donc en fait, on tourne un petit peu en boucle sur l'intérêt général. Ce qui est intéressant, c'est qu'en définissant les données d'intérêt général comme ça, on peut les rapprocher de concepts qui sont connus du droit, alors pas du droit de la propriété intellectuelle, mais plus du droit de la concurrence, qui sont les infrastructures essentielles. Il y a une théorie en droit de la concurrence qui est celle des infrastructures essentielles, qui définit comme essentielles des infrastructures qui sont détenues par un acteur privé qui en a le monopole, mais qui sont nécessaires au service public ou à l'intérêt général, qui est du coup une notion plus largement définie, et qu'il est impossible pour l'acteur public de répliquer. Et donc, quand une infrastructure est qualifiée d'essentielle, la puissance publique peut la réquisitionner ou en imposer le partage selon qu'on se situe dans une infrastructure matérielle ou immatérielle. Donc, ça permet de voir les enjeux qu'il y a autour de ces notions qui sont développés dans le rapport Botorel, donc c'est de la documentation grise, ça n'a pas encore forcément, ça n'a pas valeur de loi aujourd'hui, mais il y a tout un tas de préconisations du rapport Botorel qui vont dans ce sens d'essayer d'ouvrir, de la nécessité d'ouvrir ces données
mais avec une volonté non pas d'employer la force de coercition de la puissance publique, mais plus de chercher des modalités d'ouverture qui satisfassent les besoins du service public et de l'intérêt général, mais qui permettent aux acteurs publics aux acteurs privés, qui sont producteurs ou détenteurs de ces données, de les valoriser, de développer un modèle économique sur cette base. Et donc l'idée de développement de partenariat public commun, voire même l'idée de constituer ces données en commun, est intéressante, puisque les données d'intérêt général ici font surgir cette problématique de comment on partage, mais comment on arrive à valoriser cette production en la rendant accessible au plus grand nombre. Aujourd'hui, ce que préconise le rapport Botorel, c'est pas forcément d'ouvrir toutes les données d'un coup, mais de réfléchir plutôt aujourd'hui par secteur, en concertation avec les acteurs concernés. Donc on a déjà des exemples dans le cadre des transports, puisque la plupart des opérateurs de transport sont des acteurs privés aujourd'hui. Donc les données qu'ils produisent, essentiellement les données d'horaires, de bus, de trains, etc., sont des données privées. Mais il y a une loi, donc la loi d'orientation des mobilités, qui oblige à ce partage, notamment en temps réel, des données. Ce n'était pas le cas initialement. Il a fallu pousser un petit peu plus la réglementation pour pas partager seulement les programmes fixes des horaires théoriques, mais vraiment avoir les horaires en temps réel qui soient partagés. Donc là, on a déjà une approche sectorielle de cette ouverture de données d'intérêt général et de réflexion un petit peu autour de comment on permet aux opérateurs de continuer à pouvoir exploiter ces données correctement. Il y a d'autres approches dans le domaine de la santé, du logement, etc. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les données, ça a été, pour les juristes, mais je pense plus largement aussi, un sujet intéressant qui est revenu cristalliser beaucoup de problématiques qu'il a été difficile à définir et qui pose beaucoup de questions, notamment en termes de propriété intellectuelle sur les données, de gestion, de partage, etc. Et les données d'intérêt général sont un nouveau vecteur de problématiques qui apparaissent et pour lequel il faut trouver des bonnes façons de faire encore aujourd'hui, et l'approche par les communs semble pertinente. Merci beaucoup Vincent. Alors, ce qui est très intéressant dans la définition que tu choisis, c'est que, et qui est celle que Botorel choisit, etc., c'est que on n'aurait pas dit la même chose il y a 10 ou 15 ans. C'était pour le coup, on a une ligne de temps qui ne partait pas comme ça, quand par exemple, les deux sources de l'ouverture des données publiques, c'était quand même beaucoup la directive Inspire, qui était d'abord à vocation écologique et environnementale. Comment est-ce qu'on fait pour que les données qualifiant des biens publics mondiaux comme les biens environnementaux soient partagées librement, etc. Et puis l'autre chose, c'est pour le faire vite dans la vision Open Data, Open Gov de la première campagne Obama, c'était l'acteur public doit rendre des comptes. C'est l'accountability. Donc pour le coup, dans les deux cas de figure, on était plutôt en train de demander ces datas à l'acteur public, et au virage suivant, on s'est rendu compte qu'une énorme partie des données, entre guillemets, de l'acteur public était partie dans le tourbillon de la privatisation des services publics, aujourd'hui massivement opérés par des acteurs de droit privé et des acteurs du champ concurrentiel, et avec lesquels on n'avait pas pris la précaution de dire « Oups, à propos, ces données que nous finançons sont les nôtres, et tout le monde en a besoin ». Et le cas des mobilités est emblématique, puisqu'effectivement, on était dans un secteur extrêmement structuré, extrêmement hiérarchisé, extrêmement normé, y compris du point de vue de système d'information qu'on essayait désespérément de faire se parler, que le champ privé est allé faire en 3 minutes, mais beaucoup de centaines de millions de l'interopérabilité et de l'intermodalité sans qu'on y soit préparé du tout, alors que des projets héroïques des directions départementales de l'équipement passaient des milliers de réunions à essayer d'aboutir à cette chose-là pendant 10 ans. Et donc, on est au stade où on voit que selon le prisme depuis lequel on définit l'intérêt général, c'est un intérêt général auquel on voudrait que les données des autres contribuent. Typiquement, les mouvements militants du début de l'open data sont allés dire à l'État, et toutes ces données-là, on les veut. Et zut, il faut aussi les demander à toutes les collectivités territoriales et tous les opérateurs publics. Les acteurs publics aujourd'hui sont en train de demander aux opérateurs produisant des choses sur le territoire, elles sont où vos données? Et puis on est en train doucement de se rendre compte que les acteurs associatifs, ils sont parfois eux-mêmes producteurs de données extrêmement nécessaires
tu as donné le champ de la mobilité, le fait de comprendre que la Ligue de protection des oiseaux, en fait, est un considérable producteur de données de la biodiversité. Moi, j'avoue que j'ai mis quelques années à comprendre ça. Et quand on essaie de prendre un sujet d'intérêt collectif comme les questions de l'accessibilité de l'île aux personnes en situation de handicap, premier concours Open Data de Rennes il y a 13 ans, l'un des lauréats, c'était Handimap, qui n'a pu exister que parce que la ville de Rennes avait publié la hauteur des trottoirs, ce qui permettait d'imaginer des itinéraires d'accessibilité entre les trajets des transports, la hauteur des trottoirs et encore pas mal d'autres choses. Donc on est dans une maturation collective sur ce sujet-là et dans laquelle, pour l'instant, ce point de vue-là, il est original, il est récent, il dépasse l'open data classique tel qu'on l'a connu et il s'adapte à des objets contemporains assez vigoureux. Je vais maintenant passer la parole à quelqu'un qui connaît un petit peu le sujet des communs, Rémi Gervais, puisque tu t'occupes d'une structure encore méconnue, qui fait une petite encyclopédie qui s'appelle Wikipédia, quelque chose comme ça. C'est bien ça, tout à fait, oui. Et donc, pour le coup, le fait de raccorder cette question des données de façon un peu plus serrée aux questions de commun, c'est un exercice auquel ça nous importe que tu te livres en nous disant quels sont les points d'appui qu'on peut avoir pour y réfléchir ensemble. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis directeur de l'association Wikimedia France, donc, qui a pour but d'encourager et soutenir le développement de Wikipédia et des autres projets Wikimedia, puisqu'il y en a une douzaine. Wikipédia est le plus connu, mais ce soir, je pense que je vais aussi beaucoup parler de Wikidata, qui est du coup cette base de données qui est en fait qui se trouve en fait derrière Wikipédia. Beaucoup de données que vous voyez sur Wikipédia, en fait, elles proviennent derrière de Wikidata. Et donc, Wikipédia et Wikidata, ça fait effectivement quelques années que l'association et le mouvement Wikimedia dans son ensemble travaillent avec des acteurs publics afin, effectivement, d'améliorer les contenus sur les projets. Avec deux objectifs derrière. Le premier, évidemment, c'est que on puisse rendre accessible au plus grand nombre des données justement d'intérêt général, que ce soit dans le domaine, alors évidemment pas tous les domaines, mais en tout cas le domaine de la culture, domaine des connaissances scientifiques, le domaine parfois des domaines plus d'actualité, etc. Mais en tout cas, on a ce travail-là de connexion entre Wikidata, Wikipédia et les données publiques. Un exemple, par exemple, très précis sur ce qui va concerner les institutions culturelles et les numérisations d'œuvres. Les projets Wikimedia sont évidemment extrêmement intéressés à la fois pour récupérer le contenu, c'est-à-dire la numérisation d'une œuvre en haute définition sous licence libre afin de pouvoir en faciliter la diffusion la plus large, mais également très intéressés par toutes les données autour de cette œuvre afin qu'elle puisse alimenter Wikidata et les projets et aussi qu'elle puisse être réutilisée dans d'autres cadres, en dehors des projets Wikimedia, évidemment. D'autres types d'exemples sur lesquels on va travailler, c'est celui qui nous a occupé, par exemple, lors de la pandémie de Covid-19, qui était le partenariat entre l'OMS et le mouvement Wikimedia, où là, il y avait un double intérêt. L'intérêt, évidemment, pour l'OMS, c'était de faciliter une diffusion rapide d'informations scientifiques validées et contrôlées, avec un média comme Wikipédia qui permettait de diffuser rapidement ces informations. Et pour les projets Wikimedia, il y avait également l'intérêt d'avoir la qualité des informations et s'assurer que l'information qui était diffusée, les données qui étaient diffusées via les projets avaient été certifiées par une autorité compétente. Donc c'est le genre d'alliance qui existe entre un commun comme Wikipédia et des acteurs, soit publics, soit même des acteurs internationaux, afin de s'assurer que ces données, elles circulent, elles voyagent, elles sont ouvertes, elles sont accessibles au plus grand nombre. Je réagis aussi sur la question de la production de données, parce que certes, on aide à la diffusion de données existantes, mais c'est vrai que le mouvement Wikimedia peut être lui aussi producteur de données. Et là, je prends un exemple à nouveau dans le champ de la culture et des GLAM, donc tout ce qui est l'open content et l'open data. Pendant des années, le mouvement Wikimedia s'est efforcé d'accompagner les institutions culturelles dans leurs actions de numérisation et de libre diffusion. On a démultiplié ce qu'on appelle chez nous des éditatons, donc des événements de contribution dans les institutions culturelles. Mais on s'est rendu compte au bout d'un moment qu'il nous manquait tout de même une vision nationale sur est-ce qu'on
parvenait ou pas à atteindre notre but? Est-ce que les multiplications de formations, d'éditatons, etc., est-ce que peut-être de progresser dans ce champ, d'avoir un maximum d'œuvres culturelles, littéraires, etc., qui soient sur Internet? Et donc, il y a 3 ans, on s'est dit, bon, là, ça fait 10 ans qu'on essaye, on voit des effets, mais on n'arrive pas à le quantifier, on n'arrive pas à savoir si d'un point de vue national, on atteint notre objectif ou pas. Alors, on s'est mis, nous aussi, à produire des données. On a réalisé une grande étude nationale. On a été interroger tous les musées avec qui on est partenariat et même ceux avec qui on espérait avoir des partenariats potentiels pour essayer de comprendre les clauses de réticence, les points de blocage, s'il l'avait fait, comment il l'avait fait, par comment. Et donc, ça nous a donné énormément de données intéressantes justement là-dessus sur la progression des industries culturelles vers l'open total open content. Et donc, à nouveau, ce rapport, ces données ont été mises en ligne sur Wikimedia Commons, sur Wikidata, etc., pour favoriser ce partage au niveau national, puis aussi à l'échelle internationale, puisque Wikimedia est très connecté évidemment avec les autres pays, et donc pouvoir se dire entre nous, vous, chez vous, vous en êtes à où? Nous, on en est à là. Ah, super, comment vous avez fait pour aller plus vite, etc. Donc voilà un peu le type de collaboration qui existe entre le mouvement Wikimedia et des acteurs publics, très peu d'acteurs privés, il faut l'avouer aujourd'hui. Les données privées, alors on en a, certaines entreprises qui vont donner leur chiffre d'affaires, qui font tout ça parce qu'ils veulent que leur page Wikipédia soit à jour. On en a ce type de données-là, mais c'est quand même pas la majorité, puisque voilà, on est quand même sur une encyclopédie, on est quand même sur des projets liés à la connaissance, donc on est quand même très tourné plutôt sciences, culture, éducation. Voilà. Oui, tu marches, toi. Ça va. Obéis, machine. Ce qui est important dans le fait que des acteurs consistants, des communs, viennent nous raconter comment une coopération peut se faire avec les acteurs publics, c'est que, en fait, ça ne va pas de soi. Hein. C'est que ça n'a pas toujours été. Ce n'est pas le cas dans tous les domaines. Il n'y a pas, et on a même vu dans l'histoire du numérique, qui est une histoire pas très centrée sur les États, historiquement, le fait qu'il y a plutôt une tendance à dire les communs, c'est nous, et que fait l'acteur public là-dedans? D'une certaine façon, c'est une discussion qui a toujours lieu. Moi, j'ai entendu récemment le patron de l'IGN s'étonner d'être invité dans des échanges intra-commoners en disant il y a quelques années, j'aurais sûrement pas été invité, dans la mesure où potentiellement, c'était pas la culture. Et là, pour le coup, on a l'impression que la recherche de qualité d'information, la recherche de l'intérêt général prime sur les cultures d'origine. Et j'en profite pour passer la parole à Margot Godefroy. Margot est membre de l'équipe du Conseil national du numérique, du secrétariat, de l'excellente équipe du secrétariat du CNUM, qui, dans sa configuration récente, pour ceux qui ont pu louper des épisodes du film, est vraiment un producteur de réflexion et de connaissances assez riche et assez dense, dont une partie du temps vous vous auto-saisissez. D'ailleurs, enfin, les membres s'auto-saisissent avec votre aide. Et pour le coup, la question des données d'intérêt général n'est pas une question entièrement neuve, mais c'est une question en cours dont tu vas nous parler. Qu'est-ce que vous êtes allé faire sur ce sujet-là et où est-ce que vous en êtes? Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Margot Godefroy. Merci beaucoup pour la présentation. Alors, justement, pour rapidement vous expliquer ce qu'est le Conseil national du numérique pour ceux qui ne connaissent pas la structure. Donc, nous sommes une commission consultative indépendante qui est composée d'un collège interdisciplinaire et qui existe de membres, et qui existe depuis maintenant 12 ans. Donc, c'est vrai que ces dernières années, on s'est attaché à mener une réflexion sur différents pans de notre relation au numérique et justement au travers de différents champs d'études, comme par exemple l'économie de l'attention, la construction des savoirs ou même encore la propagation des fausses informations. On s'est rendu compte qu'au cœur de ces différentes problématiques existait celle des modèles économiques. Alors, pourquoi? Déjà, ça entraîne une asymétrie sur les marchés numériques qu'on essaie de combattre de plus en plus, notamment au travers de nouvelles réglementations européennes, telles que le règlement sur les services numériques qui a été adopté récemment, qu'on appelle DMA. Et à partir de là, on peut se projeter en se demandant est-ce qu'il existe de nouveaux modèles alternatifs viables. Il
forcément, quand on parle modèle économique dominant sur les marchés numériques, on ne peut pas passer à côté de la question des données, parce que ces modèles économiques sont fondés sur la donnée, et principalement la récolte de données. C'est au fondement même de la construction et de la préservation de leur domination. Donc, on connaît la mécanique, c'est une récolte et une captation des données des utilisateurs pour ensuite un traitement, un enrichissement à des fins de prestation de services, et enfin des stratégies d'enfermement pour asseoir une certaine domination. Pour faire ce processus, il faut beaucoup de temps, beaucoup d'argent et de main-d'œuvre, et tout le monde ne peut pas se l'offrir. Donc, à partir de là, pour rechercher un rééquilibre sur les marchés, on se demande est-ce qu'il faut injecter des milliards d'euros dans des structures nouvelles, histoire qu'ils aient la même force de frappe que les GAFAM, mais avec le risque, en fait, on répète simplement les mêmes phénomènes qu'on conteste, ou alors s'il ne faut pas se tourner vers d'autres modes d'organisation. Donc, j'arrive lentement, mais sûrement vers les communs, parce que, justement, renverser la domination acquise par les GAFAM par cette récolte de données, ça nous met en le défi de réfléchir à comment faire en sorte que ces données soient mises au service du collectif. Et cet angle est d'autant plus pertinent aujourd'hui parce qu'on sait que les plateformes tirent la plupart de leur richesse de ressources qui sont ouvertes, de données qui sont mises à disposition de tous. C'était le cas de Google hier, ce sera le cas des IA génératives demain. Et notamment dans le cadre de plusieurs auditions qu'on a menées au Conseil, certains nous ont même rapporté la métaphore de prise de judo, notamment Stéphane Fermigier du Conseil national des logiciels libres, qui expliquait que en fait, les GAFAM vont utiliser la force de leur adversaire, donc des communs et de l'open source, qui est l'ouverture, pour la mettre à leur profit. Donc, pour se protéger, ces structures vont parfois aller vers des voies de fermeture de leurs données. C'est notamment le cas de Reddit, qui va rendre payant et fermer son API en partie, ou de Twitter, ou même encore d'autres stratégies financières comme Wikimedia Enterprise, qui va chercher une réponse pour avoir une meilleure rétribution à ce pillage, parce qu'on peut vraiment parler de pillage. Au contraire, nous, au CNUM, et on n'est pas les seuls, on va plaider pour une meilleure ouverture. Et à partir de là, la question est de savoir comment une ressource ouverte peut-elle aller vers l'intérêt général et non pas seulement vers des intérêts financiers. Donc c'est en là que ça croise les questions avec les données d'intérêt général, parce que l'ambition des données d'intérêt général, c'est bien de mettre plus largement à disposition des données qui vont œuvrer pour le bien commun. Donc on a des données de deux types, des données qui sont issues des institutions publiques dont on a déjà parlé. Donc là, c'est la loi pour une république numérique qui a déjà mis un cadre et une réponse. On a aussi les données qui sont issues des acteurs privés. Et là, la question est un peu plus ardue. Donc, comme l'a présenté un peu Vincent tout à l'heure, dresser un cadre, c'est pas des plus évidents. Pourtant, on a plusieurs initiatives qui montrent bien qu'il y a au-delà de la valeur commerciale de ces données, il y a bien une valeur qui peut servir des politiques publiques. On a plusieurs exemples. Je vais vous en donner quelques-uns. Par exemple, la métropole européenne de Lille, qui, dans le cadre de son partenariat Connected Citizen, dispose des données de Waze pour pouvoir améliorer sa gestion de la mobilité. On a également un acteur public qui est l'IGN et qu'on cite souvent, qui va nouer des partenariats avec des startups privées dans le cadre du programme Data Alliance pour pouvoir mieux appréhender les évolutions des transformations géographiques dans le cadre justement de leur projet sur la cartographie de l'Anthropocène. Donc, on a des initiatives isolées, dresser un cadre général des données d'intérêt général, c'est compliqué, même si depuis peu, on a quelques réponses au niveau européen avec le Data Act et le Data Governance Act, qui tentent de harmoniser une meilleure circulation de la donnée au niveau européen. C'est bienvenu, évidemment, mais il y a des limites, parce que le Data Act va se borner au secteur de l'Internet des objets, et le Data Governance Act va, quant à lui, être cantonné à une dynamique volontariste de la part des acteurs privés. Et ça, on va dire que c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Donc, pour mettre pour que la mise à disposition de ces données permette un réel rééquilibrage sur les marchés numériques,
Il faut justement déployer une véritable politique de la donnée. Et dans ce cas-là, pour dépasser les limites de ce cadre actuel et optimiser l'ouverture, la mise en commun est une réponse qu'on considère comme particulièrement adaptée. Parce que c'est un moyen d'aller plus loin que l'ouverture, que l'accès, on va dire, aux données, et de penser à l'usage qu'on pourra en avoir, d'identifier les besoins des acteurs qui veulent œuvrer pour l'intérêt général. Parce que donc la question sera plus quelles données il faut ouvrir, mais plutôt quelles données les acteurs ont besoin à ouvrir. Et les communs numériques offrent une belle perspective, justement, parce qu'ils apportent des éléments pour structurer une collaboration entre les acteurs qui produisent de la donnée et ceux qui vont en avoir besoin. Du coup, on va aller vers, plutôt qu'aller vers une ouverture de la donnée, on va aller plus loin par une ouverture de la gouvernance, qui est et j'approfondirai plus tard, mais la gouvernance, c'est un élément central quand on parle des communs. Et c'est par cette gouvernance, en créant les conditions de la structure de la collaboration, qu'on va pouvoir permettre de valoriser les données vers un intérêt général plus prononcé. Et j'approfondirai tout à l'heure. Merci beaucoup pour cette mise au point. On voit donc potentiellement cette question du partage de la donnée est devenue un enjeu vraiment stratégique sur certains aspects, avec un risque dans l'équation. Le risque que j'entrevois, c'est le fait que on est en train de parler beaucoup grands acteurs publics, grands acteurs privés. Donc, que reste-t-il aux petits d'une certaine façon, et comment est-ce qu'on peut arriver à prendre en considération j'allais dire les racines de la chose, qui consiste à dire que tout un chacun, les citoyens, la société civile, peuvent être à bord de cette histoire-là. Je pense qu'un des enjeux bienvenus, merci d'avoir pu nous rejoindre malgré les éléments hostiles et les contraintes. Donc, bienvenue à Mireille Clapeau, je vous l'ai présenté tout à l'heure. Vous êtes présidente de la Commission supérieure du numérique et des postes et députée du peuple français de la Drôme. Voilà, et donc, ravi de vous accueillir. On vient juste de boucler le premier tour de table qui a campé le décor. Tout simplement de quoi est-ce qu'on est en train de se parler quand on parle données et associations, on parle du cadre des données d'intérêt général, on illustre le contexte des données comme commun, et on est en train de se parler de comment est-ce que ces communs-là se retrouvent à mi-chemin quelque part entre les acteurs privés et publics dans un ensemble de visions. Vous n'êtes pas dépaysé sur les thèmes. On va commencer à approfondir. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser vous immerger dans notre échange avant de vous donner la parole, parce que ce que vous venez nous présenter va être vraiment dans la continuité directe de ce sur quoi on gamberge ensemble devant cette assemblée particulièrement attentive. Donc, un des sujets qu'on a devant nous, c'est effectivement la question de se dire, mais qui va être capable de s'emparer de ces données? Est-ce que quelque part, l'idée de gouvernance plus ouverte et pas en conflit avec le fait que il y a derrière des tellement gros enjeux stratégiques que si on met pas de l'argent autour de sur la table, il va rien se passer, etc. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait demain depuis l'état des lieux qu'on vient de faire aujourd'hui? Dans quelle direction est-ce qu'on pourrait aller? Un des sujets qui est évoqué, entre autres choses, dans les cahiers de l'action que Emmanuel porte sur ses genoux, grand ouverts, pour nous le présenter dans une maestria publicitaire consommée, qui est vraiment le cœur de ta préoccupation dans la vie, c'est la question de la culture de la donnée, qui est un sujet qui revient à plusieurs reprises dans le numéro que tu as animé. Alors, tu peux nous en dire un mot? Disons que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand on a discuté avec les différents acteurs associatifs qui ont contribué à ce numéro, à discuter de leur rapport à la donnée, ce qui est très vite venu, c'est une série de sentiments très différents les uns les autres. Si on prend par exemple le cas des centres sociaux, pour prendre toujours des exemples dans le numéro, on voit que
quand on est dans un centre social, la plupart du temps, d'abord en première instance, la donnée, c'est une contrainte. C'est le RGPD. C'est comment est-ce qu'on va gérer ça. C'est un défi et une contrainte qui vient poser plein de questions aussi sur la relation entre les élus de l'association et les professionnels qui ne sont pas forcément en plus dans une culture partagée sur ces enjeux-là. Deuxièmement, c'est un objet de la relation avec l'extérieur, puisqu'on demande de plus en plus des données dans le cadre des relations avec les pouvoirs publics, avec des financeurs, etc., pour restituer un petit peu, en tout cas documenter l'activité qui permettra ensuite de justifier des subsides reçus, etc. Donc c'est pas un enjeu du quotidien. Mais c'est aussi des possibilités plus positives, ouvertes, des formes de coopération territoriale, des objets et des outils d'animation du réseau. Et c'est enfin un enjeu de formation professionnelle. Et quand je dis formation professionnelle, c'est pas seulement d'avoir la personne qui, en matière numérique, a la culture numérique la plus développée et va résoudre tous les problèmes des autres, mais c'est avoir aussi, c'est-à-dire tenir en même temps les besoins de faire monter en compétence un certain nombre de gens avec des métiers spécifiques, mais de faire aussi monter en compétence des gens qui ont besoin de comprendre les fonctions du numérique dans l'association sans pour autant en être les professionnels au quotidien. Et ça touche aussi bien les professionnels, les bénévoles que les élus. Et ça, c'est vraiment un enjeu qui ressort du numéro, c'est qu'à la fois, c'est une ressource pour penser l'action associative, les données, mais c'est aussi potentiellement, si on les regarde comme ça, une source pour retravailler le projet associatif. Et donc, à ces conditions-là, la discussion sur la gouvernance, au lieu d'être comment est-ce qu'on décide de quel outil on va choisir, devient une discussion sur comment est-ce qu'on produit un cadre de discussion dans lequel on peut réellement tous légitimement parler de la donnée, indépendamment de ses capacités techniques de départ. D'où l'enjeu sur lequel Jacques-François a écrit dans le numéro, mais l'enjeu de la data literacy, c'est évidemment de développer une culture de la donnée qui soit partagée, qui soit pas qu'une affaire de spécialistes, mais qui s'autorise aussi à nourrir la discussion sur l'engagement citoyen dans les associations et les modalités de gouvernance et de mise en réseau des acteurs. Merci beaucoup. On a vu précédemment dans les échanges de la journée qu'il y avait un sujet sur association et culture numérique et en gros transition numérique des associations et de l'ESS. Donc il y a quelque part cette question de la culture de la donnée dans le champ associatif et dans la société civile au sens large. Pour le coup, j'aurais envie de dire poser une question courte à Méric Lapeau sur cette question de la culture de la donnée chez les élus, puisque travaillant dans ces contextes-là, c'est forcément quelque chose à quoi vous avez pu être confronté, le fait de savoir comment, j'allais dire, des parlementaires et des élus locaux s'emparent ou ne s'emparent pas des sujets de la donnée. Est-ce qu'on est encore comme on l'était il y a quelques années dans terra incognita ou petit nombre d'experts qui sait s'en emparer, ou est-ce que vous avez l'impression que c'est un enjeu qui commence à faire l'objet d'une bonne appropriation par les élus territoriaux et par les parlementaires? Bonsoir à tous. Merci de cette invitation. D'abord, je pense que cet événement est très important, assez éloigné de ce que je faisais juste avant d'attraper mon métro qui est resté coincé. Voilà ce que c'est de vouloir prendre les transports en commun. Effectivement, vos sujets, vos façons d'appréhender les sujets sont en apparence assez éloignés de ce qu'on peut traiter nous au quotidien comme élus, bien que élus de la nation. Et surtout, on est des généralistes, donc on passe vraiment du coq à l'âne en permanence. Ceci dit, moi, je suis à la fois députée de la Drôme et présidente d'une commission supérieure du numérique et des postes, dans laquelle il y a 7 députés, 7 sénateurs et aussi des personnalités qualifiées. Et je rends hommage au travail de Jeanne Bretécher qui a fait cet avis sur les communs numériques dont je vous parlerai tout à l'heure, mais qui plus largement, dans nos travaux, est la voie de l'économie sociale et solidaire
et des acteurs, je dirais, non lucratifs que vous êtes. Donc, merci à Jeanne et à tout à l'heure, parce qu'on s'est à peine vu, puisque je suis rentrée à toute vitesse. Donc, pour répondre à votre question, les choses ont bien évolué quand même avec les différents cadres juridiques que vous avez dû évoquer, et avec une accélération ces derniers temps, parce que le RGPD, je pense, a marqué vraiment un jalon fort, où même en tant que employeur, en tant que utilisateurs et générateurs de données, on a été amené nous-mêmes à avoir un correspondant RGPD et sur nos sites internet à mettre en place les bonnes procédures. Et puis aussi parce que les notions de souveraineté, de sécurité sont arrivées vraiment dans le débat public avec une accélération particulière au moment du Covid et du confinement. Et puis parce que l'Union européenne s'empare vraiment de ces sujets, et donc avec la présidence française de l'Union européenne, on a vu arriver un certain nombre de cadres qui nous obligent à nous pencher sur le sujet. Donc la donnée, on a récemment dans un avis, alors qui n'est pas celui qui paraît aujourd'hui et dont je comptais vous parler, mais dans un autre avis sur la souveraineté qui était piloté par une députée du Morbihan qui s'appelle Anne Le Henanff, qui après a été rapporteure dans la loi sécuriser et réguler l'espace numérique. Elle s'est vraiment penchée sur les questions de souveraineté, et très vite, elle est rentrée par la donnée, puisqu'elle est aussi adjointe dans une ville du Morbihan. Et elle avait cette expérience de ce que la donnée, finalement, n'était pas traitée à sa juste valeur, n'était pas cartographiée, n'était pas protégée. Et donc, dans ses travaux, elle a bien montré que ça commençait par ça, et en donnant un rôle très important aux préfets, pour que les préfets, dans chaque département, donnent l'impulsion pour qu'il y ait une identification des données sensibles pour tous les acteurs, hein, parce qu'on pense souvent, évidemment, aux grandes entités publiques qui assurent les services publics quotidiens, mais les collectivités ont aussi des données, les associations, les PME, etc. Et il nous a semblé que le préfet était la bonne tour de contrôle, et avec la légitimité et l'autorité suffisante pour donner l'impulsion pour cette cartographie des données et trier les données, puisque toutes les données ne sont pas aussi sensibles. Donc, pour revenir à votre question, il me semble qu'il y a une évolution. C'est sans doute encore pas totalement satisfaisant. On le voit, je fais une petite parenthèse, parce que je me déplace beaucoup à l'étranger, parce que je suis vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères. Et quand je suis en déplacement, je fais attention à ce que mes données soient protégées, un peu, le plus possible. Mais cette culture-là de protection des données, elle n'est pas assez répandue. Et donc, c'est mieux qu'avant, mais il reste encore des progrès à faire dans ce corps social qu'est l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Vous voyez qu'on a commencé par la photographie de l'état des lieux, et on s'est engagé dans le deuxième tour dans le film. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui pourrait se passer demain? Donc je vais me tourner aussi vers vous trois, à commencer par Vincent, en se disant, au fond, qu'est-ce qui peut être en train de bouger? Qu'est-ce qui est à l'horizon? Et quels sont nos points d'attention et de vigilance les plus fertiles par rapport à un paysage juridique et économique qui n'est pas le même? Il y a peut-être d'autres façons de considérer, y compris juridiquement, la valeur quand on est sur ces domaines-là. Mais je te laisse le choix des angles, parce que je pose exprès trop de questions, comme ça tu peux faire ton choix dans le bouquet. Oui, c'est une question assez vaste, mais comme tout bon chercheur, je vais repartir sur mon sujet de prédilection, donc la question de la valorisation du travail produit au sein des communs, et si on aborde les données comme des communs, comment on arrive à développer des modèles économiques sur cette base. C'est un sujet qui est assez intéressant, puisque les données, pendant longtemps, enfin avant même que ce soit défini juridiquement ou dans d'autres domaines, ça a été même compliqué à conceptualiser, et on est passé d'un mouvement où c'était des choses qui étaient évanescentes, sans forcément qu'on en ait trop conscience, on en produisait, on en recevait, etc.,
a très vite été qualifié de nouvel or noir où il fallait capter les données, il fallait valoriser les données. C'était le modèle le plus important à développer. Moi, je me suis rendu compte dans le cadre d'une expérience associative dont je n'ai pas encore parlé, qui s'appelle CoopCycle, qui est un logiciel qui est développé comme un numérique au service de coopératives de livreurs à vélo, de façon à ce qu'ils puissent s'émanciper des plateformes de livraison, puisque on a vu que ces plateformes de livraison, il y en a eu une multitude qui se sont développées à la fin des années 2010. Aujourd'hui, il n'en reste plus que deux, Uber Eats et Deliveroo, qui sont pas sur leur activité de livraison de repas et qui cherchent pas à l'être. Elles seront jamais, ce sera jamais rentable. Elles attendent juste qu'il y en ait une des deux qui flanche, puisque une fois en situation de monopole, elles vont devenir des collecteurs de données immenses en termes d'habitudes alimentaires des habitants, des citoyens. Et c'est un modèle qui commence à développer dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, mais qui commence à arriver en France aussi, où avec toutes ces données collectées, elles savent dans quel quartier est consommé le plus de nourriture, et donc elles vendent, dans le meilleur des cas, elles vendent des prestations de services au restaurant pour les conseiller de se réorienter dans telle ou telle production de nourriture. Et il y a des exemples à New York de pizzerias qui se sont mis à faire des sushis à la place, parce que dans le quartier, on consommait plus de sushis que de pizza. Et surtout, il y a des exemples un peu moins reluisants de développement par ces plateformes de restaurants sans salle, de dark kitchens, donc juste des usines à production de plats qui produisent à la chaîne avec des marques qui ne sont que de fausses vitrines. Donc ça s'éloigne un petit peu du sujet, en même temps ça permet de mesurer à quel point la donnée est devenue un sujet extrêmement sensible, où on est passé à une recherche de valorisation à tout prix des données. Il y a cette problématique-là aussi été abordée dans le cadre des données personnelles, où avec la prise de conscience générale qui a été le règlement général pour la protection des données, le RGPD, il y a eu ce mouvement de comment, en tant que citoyen, on peut protéger ces données, avec des courants de pensée qui sont allés à se dire on n'a qu'à se regrouper pour valoriser et vendre nos données, nos données publiques, quitte à ce qu'elles soient utilisées, autant qu'on en retire quelque chose, et donc accepter de les revendre en se regroupant, puisque une donnée seule n'a pas forcément de valeur, mais une fois groupée avec d'autres, ça a un intérêt. Donc, je suis pas du tout aligné avec cette vision de la patrimonialisation des données, donc le fait de vendre ces données personnelles, quitte à ce qu'elles soient réutilisées par un acteur, on parlait tout à l'heure des GAFAM. Mais il y a cette idée-là vraiment de la valorisation des données, comment on arrive à valoriser ces données, mais en maintenant quand même un niveau de protection. Et sur une approche un peu plus proche d'une gestion en commun, et sans rentrer forcément dans toute la théorie juridique qui englobe ce mécanisme, les Québécois notamment réfléchissent à la création de fiducies de données, c'est-à-dire de confier ces données personnelles à un tiers de confiance qui va regrouper les données personnelles des gens qui acceptent de lui céder. Il va en être le propriétaire sans avoir toutes les facultés d'un propriétaire classique. Cette propriété va être conditionnée au contrat que vont passer les titulaires initiaux des données envers ce fiduciaire. Et on peut imaginer un contrat qui contraint le fiduciaire à ne pas vendre ces données à n'importe qui, à ne pas en faire des usages qui seraient contraires à une certaine vision politique, idéologique, militante, etc. Et donc, ça permettrait d'imaginer de nouvelles façons de protéger ces données et de les valoriser. Et ce qui est intéressant, c'est que cette fiducie québécoise, cette fiducie d'utilité sociale, elle commence à être un petit peu reprise par les communs. Alors, au Québec, ça va surtout concerner les communs fonciers, puisque le Québec est un territoire immense, mais avec des terres valorisables qui sont très faibles. Et donc, il y a la question de la protection du foncier qui se pose. Et au niveau numérique, on commence à voir aussi émerger cette notion-là, comment on pourrait confier cette ressource à un tiers qui la protège, mais qui, en même temps, en assure l'indépendance, en assure la sécurité, etc., en s'engageant à ne pas le vendre ou à ne pas en faire de mauvais usages. Donc, encore une fois, il n'y a pas forcément une solution idéale et spécifique aux données, mais la question sur les données permet de faire émerger d'autres pistes de modèles économiques et de modèles de valorisation des communs qui intéressent sans doute les acteurs de l'économie sociale et solidaire, puisque de la façon dont je l'envisage, donc par le prisme du droit, les communs numériques sont pour moi un lieu de rencontre
des acteurs de l'économie sociale et solidaire d'une part, et des acteurs du logiciel libre d'autre part, avec dans la culture libre une absence totale de réflexion sur, enfin une absence totale, non, un impensé initial de la question économique, de comment on valorise le code que l'on produit et qu'on partage ensuite, puisque c'était pas une problématique par les penseurs initiaux et ça ne l'est jamais devenu par la suite. Et donc c'est vraiment un point d'achoppement qui est essentiel aujourd'hui. Et hier, on était plusieurs à un autre NEC local qui prouve de la dynamique de ces événements, où c'est une question qu'on voit apparaître, que ce soit chez les acteurs militants, chez les acteurs publics, c'est comment on arrive à valoriser ces communs, alors, mais pas les valoriser pour générer énormément d'argent, mais juste assurer la soutenabilité, la pérennité de ces communs dans le temps. Et donc, il y a des choses encore à imaginer. La difficulté, c'est que c'est des sujets qui sont alors pas forcément nouveaux quand on baigne dans ce milieu-là depuis un moment, mais qui restent nouveaux pour les juristes. On met du temps à s'emparer des sujets. Et il y a assez peu encore d'experts vraiment qui se penchent sur ces sujets-là. Donc, j'aurais pas de réponse à apporter, si ce n'est qu'il y a beaucoup de choses à imaginer et il y a des choses qui apparaissent aujourd'hui. Mais tu nous installes en tout cas un paysage en tension, c'est-à-dire avec le fait que, notamment sur le travail que tu mènes en ce moment, tu nous rappelles que il y a des travailleurs qui produisent ces données. Il y en a d'ailleurs qui en produisent de l'exploitation au service des IA et au service de traitement algorithmique. Donc cette dimension-là, qu'est-ce que c'est que le fait qu'il y ait des travailleurs ou des contributeurs et que ça soit gratuit? On est en train de se raconter plusieurs modèles de gratuité qui sont assez antinomiques, et on est aussi en train de se raconter des stratégies apparemment très sympas pour le consommateur, mais assez prédatrices pour l'intérêt général. Donc voilà, on a en tout cas quelques idées du film, c'est-à-dire que potentiellement, tant qu'il manque des gens dans le jeu stratégique, tant que les acteurs publics ne savent pas exactement où ils sont, tant que la société civile n'est pas beaucoup à bord, et tant que les uns et les autres ont conscience que tout ça est bien compliqué, peut-être qu'on encourt le fruit de ces tensions et le fait que le plus puissant gagne en tout cas. Rémi, comment est-ce que tu vois le film de ton côté, sur la base du paysage de Wikimedia que tu nous as raconté, et aussi bien les dynamiques de recherche de culture et de Wikidata que tu nous as placé tout à l'heure? Vu que Wikimedia Enterprise a été cité, je pense, et on parlait effectivement de la question de comment est-ce qu'on valorise du coup ces données différemment, peut-être voilà, à l'avenir. Bon, déjà, je tiens à préciser, j'ai pas participé au choix du nom, ça fait trop Star Trek pour moi, mais ça c'est autre chose. Le projet a été de dire, on sait que les GAFAM se nourrissent abondamment des projets Wikimedia depuis des années. Google avait imaginé au début créer sa propre base de données générale, et puis ils ont vu Wikidata justement arriver en même temps. Ils se sont dit, oh, génial, c'est fait gratuitement et on peut prendre dedans tout ce qu'on veut sans avoir à payer qui que ce soit, c'est absolument génial. Donc ils ont abandonné leur côté, et puis progressivement, pour nourrir du coup leur moteur de recherche, etc., ils sont juste allés piocher dans Wikidata au fur et à mesure. Du coup, au bout d'un moment, la fondation Wikimedia s'est dit, bon, certes, le libre, c'est notre philosophie. Certes, notre philosophie, c'est bien de dire, on veut que tout soit accessible à tout le monde gratuitement, etc. Il ne faut peut-être pas pousser le bouchon quand même trop loin. Donc est venue cette idée de Wikimedia Enterprise, en fait, dont le but, c'est de dire, souvent, ces grandes entreprises disaient, bon, vos données sont sympas, on les récupère comme on veut. Par contre, ça prend énormément de temps à les mettre en forme pour qu'elles correspondent à nos besoins. Du coup, la fondation leur a dit, si vous voulez, on crée une petite section lucrative et on les met en forme pour vous, contre rémunération. Donc c'est comme ça en fait qu'est venue du coup l'idée Wikimedia Enterprise, c'est de dire, lorsque des GAFAM vont venir voir la fondation pour dire on voudrait récupérer tout ce jeu de données, la fondation dit très bien, on va les mettre en forme pour vous et en échange du coup vous nous rémunérez pour ça. La contrepartie, c'est que la fondation fait exactement le même travail de mise en forme des données pour des acteurs à but non lucratif gratuitement. Du coup, c'est un peu le deal qui a été trouvé. Et puis évidemment, une partie des revenus sert à pérenniser les projets Wikimedia, donc d'accumuler un petit peu de réserve pour le cas où il y aurait besoin un de ces jours.
Mais c'est pas simple comme débat, comme le disait très bien Vincent, lorsque le sujet a été amené par la Fondation Wikimedia lors des grands événements Wikimedia. On a commencé à dire que la Fondation envisageait une activité à but lucratif en parallèle des activités Wikimedia, au sein de la communauté, ça n'a pas été très bien reçu. Et ça a été vu comme une trahison pour certains. Donc il a fallu beaucoup de temps d'explication. Après, voilà, les communautés sont quand même assez conscientes quand même de l'enjeu et du fait que, oui, certes, aujourd'hui, la stratégie qui consiste à ne vivre que par des dons et par quelques soutiens publics en fonction des États, en fonction des affiliés, etc., jusqu'à présent, ça a suffi. Alors, rien ne nous dit que ce sera encore le cas dans quelques années. D'ailleurs, on voit globalement les associations en France et ailleurs qui ont beaucoup de difficultés aujourd'hui avec les dons. L'inflation, etc., a touché tout le monde et tous les pays. Donc forcément, la Fondation Wikimedia a un peu anticipé ces questions-là et se dit peut-être qu'il faut aussi qu'on pense à diversifier un petit peu notre activité au cas où cette stratégie initiale, elle viendrait à s'essouffler. Et donc c'est comme ça que Wikimedia Enterprise du coup est venu et qui est un usage potentiel, voilà, des données de Wikidata dans un autre cadre. Voilà. Merci beaucoup de ces perspectives. Margot, comment on voit le film et vers où nous amène cet avis en cours de confection du CNUM? Alors, je vais pas spoiler l'avis, mais donc tout à l'heure, j'expliquais que l'ouverture des données pouvait servir des stratégies de domination pour quelques acteurs et que les communs pouvaient être une réponse par la gouvernance qu'elles imposent pour que cette ouverture abonde l'intérêt général et non plus que des intérêts financiers. Donc, je vais prendre un exemple qui est assez brûlant dans l'actualité, qui offre pas mal de perspectives et parfois d'angoisse, qui est celle des IA génératives. Il y a plein de questions sur les données qui en découlent. Et à l'heure de l'émergence des IA, on aurait pu penser que les cartes allaient être rebattues sur les marchés parce qu'on allait avoir de nouveaux acteurs émergents et de nouveaux services qui allaient concurrencer des services plus anciens, donc les services des GAFAM. Sauf que pour autant, on se demande en fait si on peut voir des nouveaux modèles économiques émerger. Et la réponse est que c'est pas réellement le cas et que la domination passée sert maintenant des positions futures. En tête de liste des IA génératives, on retrouve 3 grands GAFAM qui sont Microsoft, Meta et Google et qui vont asseoir leur nouvelle domination sur les IA génératives avec les mêmes ingrédients que leur domination passée, c'est-à-dire une concentration de la force de calcul et une récolte massive des données. Encore une fois, beaucoup de données pour entraîner leur modèle de langage reposent sur des données qui sont publiques. Et c'est justement avec l'arrivée massive de ces IA génératives qu'on a vu des entités réagir. Et l'approche justement par les communs sur les bases de données qui vont entraîner les modèles de langage permettrait justement d'avoir une meilleure compréhension de ces modèles, d'avoir une meilleure maîtrise de provenance des données, de la qualité des données. Cette appréhension, on va dire, de la donnée de l'IA générative à travers l'ouverture est pour le moment un peu un angle mort des réflexions sur le sujet. Ça arrive, mais c'est important de réellement mener une réflexion continue pour réellement constituer des communs sur la base de ces données afin de ne pas se retrouver à répéter, entre guillemets, les erreurs du passé. Et donc, justement, concrètement, pourquoi parler de communs ? À quoi servent les communs dans la gestion des données ? Là, et ce qu'on entend depuis le début, c'est qu'il y a une réelle question aussi autour de la collaboration entre les acteurs, qui est un enjeu assez prééminent. Et pour forger cette collaboration, ça appelle des questions de gouvernance. Et pourquoi penser à la gouvernance ? Parce qu'on va chercher d'ailleurs, du coup, la meilleure organisation possible pour valoriser la donnée en cause. Et par ailleurs, quand on recherche la poursuite de l'intérêt général, en faire un sujet collectif, c'est primordial. Donc, c'est un peu un lieu commun, mais c'est bien de le répéter. Et donc, dans le cadre des données, réunir les personnes concernées
ça va permettre de trouver les moyens les plus efficaces pour la valoriser, et donc de parvenir à une meilleure réutilisation de la donnée, qui est un problème parce que, comme je le disais, la plupart des données sont utilisées par les plus puissants et pas forcément par ceux qui veulent œuvrer par l'intérêt général, soit parce qu'ils ne comprennent pas les jeux de données qu'on leur met à disposition, ou parce qu'ils ne savent même pas qu'ils existent. Donc, l'approche par les communs, ça offre un cadre justement de coopération où la gouvernance est centrale. C'est notamment la particularité et singularité des communs comme mode d'organisation, c'est qu'ils reposent sur une gouvernance partagée, c'est-à-dire que chaque personne qui prend part à la communauté et à la gestion de la ressource en commun va avoir les mêmes droits que les autres. Donc là, pour le cas, ce sera sur les données. Chacun pourra apporter une réponse collective sur où mettre la donnée, comment l'utiliser, quels usages en faire. Et ça permet aussi de sortir des questions de propriété autour de la donnée qui sont un peu un puits sans fin. Donc, cette construction collective des données par les communs, ça permet justement d'apporter des pistes de réflexion. Et ça répond également à une ligne qu'on défend et qu'on retrouve en filigrane de tous nos dossiers au sein du Conseil, qui est celle de faire du numérique un sujet collectif. Et il y a des choses qui existent et qui avancent. Il y a par exemple plusieurs idées avancées qui incarnent cette approche par les communs, notamment les coopératives de données. Donc, petit clin d'œil à... Voilà, et qui sont d'une grande pertinence parce que ça structure justement cette horizontalité et ça met en œuvre cette collaboration entre acteurs sur la direction qu'on veut donner à une donnée. Et ça peut permettre à des acteurs de l'ESS qui connaissent bien cette structure, justement, de s'emparer de la question et de pouvoir parler à des personnes qui sont en production de données. Et enfin, je conclurai sur la place de l'État dans tout ça. Donc, on peut avoir plusieurs réponses, mais l'une d'entre elles qui paraît primordiale, c'est que l'État soit un facilitateur de la constitution de communs autour de la donnée, donc de communs de la donnée. Il peut avoir comme rôle de poser le cadre de cette ouverture pour qu'elle soit proportionnée, pour qu'elle permette la sécurité des données, ce qui est toujours un sujet important, et de mettre les conditions pour une rémunération juste entre les acteurs sur la circulation des données. On peut aussi même imaginer les choses avec plus d'ambition et aller plus loin, et de considérer que l'État prenne part dans ces coopératives. Il y a des structures qui existent, comme les SIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, où l'État va avoir une voix dans la communauté à la même hauteur que les autres pour pouvoir justement abonder dans sa politique publique vers vers un sens d'intérêt commun par la donnée. Tout ça, en tout cas, c'est une occasion de renouveler la relation de l'État vis-à-vis des citoyens et de faire la donnée un vecteur d'extension du champ démocratique. Et comme le dit très bien Sébastien Sorianos, les communs, c'est surtout un horizon de coaction entre les différents acteurs sur un sujet donné. Donc là, entre les acteurs privés, les acteurs publics, mais également les communs, pour que les données abondent l'intérêt général et pas non seulement des intérêts privés. Donc, je terminerai en disant qu'il faut renverser la prise de judo pour que l'ouverture des données serve l'intérêt général et non plus seulement l'intérêt privé. Merci beaucoup, Margot. C'est évidemment une belle mise en perspective qui va me permettre de passer tout de suite la parole à Méric Lapeau, puisque je pense qu'on a installé un décor dans lequel l'avis de la Commission supérieure du numérique et des postes a toute sa place. Et donc, Mireille, c'est à vous. Merci. D'abord, c'est très intéressant de vous entendre les uns et les autres. Effectivement, on est un peu au cœur des réflexions qu'on a eues en s'emparant de ce sujet, puisque les députés, nous sommes législateurs, nous votons les budgets, nous contrôlons l'action du gouvernement, et puis il ne nous est pas interdit de faire un peu de prospective, et c'est ce qu'on a essayé de faire et qui s'est nourri de vos contributions à tous, puisqu'on a organisé un atelier le 31 mai à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, j'ai constaté avec satisfaction que plusieurs d'entre vous nous ont dit qu'ils étaient satisfaits de voir que le politique s'emparait de ces sujets. Et ensuite, il y a eu un travail, comme je l'ai dit,
conduit par Jeanne Bretécher avec les différents membres de la CSNP. Alors, concrètement, pour nous qui travaillons donc avec des notions d'intérêt général, de sécurité, de sobriété aussi, quelles sont les recommandations que nous formulons dans cet avis? Alors, il y a déjà une question de définition dans la loi des communs numériques d'intérêt général, parce que l'état du droit français et européen aujourd'hui n'est pas adapté au développement des communs numériques d'intérêt général. Donc, nous proposons de préciser dans la loi qu'est-ce que c'est que ces communs numériques d'intérêt général, et puis d'intégrer le numérique dans des domaines identifiés comme stratégiques. Pourquoi? Parce que, je vais peut-être le dire avec mes mots, il faut lever les barrières au développement de ces communs numériques et il faut favoriser leur financement. Et la loi pour une république numérique avait ouvert la voie en quelque sorte en définissant les données d'intérêt général. Et là, il faut aller plus loin en définissant les communs numériques d'intérêt général. Ensuite, puisqu'on va parler de moyens, il y a une nécessité d'adapter les cadres juridiques et fiscaux au regard des règles européennes relatives aux aides publiques, puisqu'aujourd'hui, les communs numériques ne peuvent pas bénéficier d'aides d'État ou d'aides européennes. Et donc, pourquoi? Parce que le statut juridique des porteurs des communs sont le plus souvent des associations, des fondations, des structures coopératives. Et les activités générées par les communs numériques sont considérées comme une activité économique classique, comme si c'était des start-up, alors que il nous semble, nous, qu'il y a cette catégorie des SIEG, les services économiques d'intérêt général, qui pourraient intégrer les communs numériques. Alors les SIEG, on les connaît bien à la Commission supérieure du numérique et des postes, puisque ça inclut par exemple les services postaux, pour lesquels une partie est dans le champ concurrentiel, mais une partie relève d'une mission de service public. Et à ce moment-là, l'État peut compenser le coût de ces missions. Bon, le mécanisme est un petit peu compliqué, mais en tout cas, ça permet de façon tout à fait transparente et sans risquer de devoir rembourser ces aides, ça permet d'avoir des financements. Et donc, si on veut du changement d'échelle, il faut avoir cet assouplissement des cadres réglementaires. Et puis, je vais en venir aussi à la question du développement des communs numériques dans la sphère publique, et je vais en venir au PPC, au partenariat public commun. Donc, les partenariats publics communs qui ont été théorisés par, alors, excusez-moi si je me souviens plus de son nom, Tommaso Fattori, voilà. Ça a été théorisé il y a une dizaine d'années. Merci à ceux qui m'ont préparé mes notes. On connaît mieux les partenariats publics-privés, mais ces partenariats publics communs, on peut tout à fait les mettre en œuvre. Et d'ailleurs, certains services de l'État ont ouvert la voie. Je pense en particulier à la DINUM, à la NCT, au ministère de l'Éducation nationale qui fait beaucoup dans ce domaine-là, et puis à l'IGN, bien sûr, comme ça a été cité. Et il faut aller plus loin, il faut que ça soit beaucoup plus structuré, ne pas se limiter aux logiciels libres comme ça l'est beaucoup, ne pas se limiter non plus aux données, mais y mettre aussi les algorithmes. Et puis, comme vous le savez, les communs numériques, c'est un petit peu plus large que ça. La circulaire du data du Premier ministre de 2021 allait dans ce sens-là. Nous sommes en 2023 et nous pensons qu'il faut aller plus loin. Également, et ça vous le savez, c'est dans l'ADN des communs numériques, c'est la notion de réseau. Et donc, comment bien équilibrer la gouvernance entre la liberté d'association, qui est absolument fondamentale pour avoir une gouvernance démocratique, en tenant l'État à distance, mais quand même en permettant à l'État d'agir un peu plus dans l'intérêt général et d'être un petit peu plus partie prenante dans ces réseaux. Donc, il nous semble qu'on peut développer une animation d'écosystèmes interopérables dans ces partenariats publics communs, parce que l'enjeu, comme souvent, c'est de désiloter l'action publique
et donc de passer à des places communes qui soient liées à l'intérêt général, mais aussi à la souveraineté, qui est vraiment quelque chose regardé de très près par l'État maintenant. Nous soutenons aussi la conception d'un guide méthodologique et de bonnes pratiques. L'échange horizontal le permettra. Et puis la promotion d'une gouvernance démocratique des communs numériques qui soit initiée par la sphère publique, mais qui intègre des usagers, des acteurs de la société civile et de l'économie sociale et solidaire. Donc, tout cela va passer par des financements. Les financements, comment est-ce qu'ils pourraient arriver? On a déjà des outils, simplement ces outils, ils ne sont pas aujourd'hui très ouverts aux communs numériques. On a la BPI, par exemple, la Banque publique d'investissement. Là, on a, au-delà de la recommandation, on a un travail à faire pour aller plus loin et travailler avec la BPI pour que les communs numériques rentrent dans les critères de financement et d'innovation de la BPI. On a aussi la French Tech. Alors, les univers peuvent paraître très éloignés a priori, mais en fait, je suis certaine qu'une convergence est possible parce que je relisais justement dans le métro, puisque j'étais arrêtée, je relisais les critères de la French Tech et je me rends compte que de plus en plus, ils intègrent des notions d'intérêt général, de sobriété, de contribution à ce qui fait société. Donc, je pense que les communs numériques ont leur place, peut-être dans une rubrique de la French Tech qui s'appellerait French Tech des communs. Et puis, pour conclure, c'est le niveau européen. Là, je voudrais rendre hommage au travail qu'a fait Henri Verdier, ambassadeur français au numérique, et qui avait produit un rapport donc mi-2022 à l'occasion de la PFUE, et qui proposait des solutions. Il existe. Alors, on parlait de fondation, mais ça serait peut-être plutôt un EDIC, European Digital Infrastructure Consortium. C'est une fondation européenne autonome qui permettrait de faire ce clic et d'offrir donc des services et des financements aux communs numériques, moyennant évidemment le respect des critères et des appels à projets pour financer les communs dans la condition, bien sûr, où serait identifié comme stratégique. Voilà, j'ouvre simplement quelques voies. C'est dans la vie, c'est bien documenté et je vous invite à le lire plus en détail. Merci. Merci beaucoup, Mireille Clapeau, de cette présentation synthétique et parfaitement claire. Je pense qu'en plus, nous sommes rodés et acclimatés au vocabulaire, aux enjeux, etc., grâce à cette table ronde. Donc, on était absolument prêts à l'entendre tel quel, de façon aussi claire. On voit les enjeux qui sont devant nous. Notre carrosse se transforme en citrouille, hein, j'imagine. Jeanne, tu n'as pas le temps de boire un verre d'eau, mais c'est un petit peu l'heure où il va falloir qu'on se quitte et qu'on passe à la suite de nos échanges. Moi, je vois quand même un écho très important entre ce qui vient d'être dit et puis tout un ensemble de travaux sur lesquels travaillent les acteurs territoriaux. On n'avait pas le temps de préciser constamment, et les collectivités territoriales, etc. C'est quand même beaucoup elles qui sont à la manœuvre de l'open data depuis 13 ans en France, donc c'est important de le dire, et se posant la question de savoir ce que c'est que des données actionnables et pas simplement des données ouvertes. J'ai l'impression que vous allez vraiment dans le même sens avec cet avis-là. Et puis qu'on a aussi des cadres, pour rebondir sur l'intervention de Margot, qu'on a aussi des cadres collectifs avec les plaques territoriales de données, les services publics locaux ou métropolitains de la donnée, ou Equitia ou quelques autres, qui testent en fait des formes de gouvernance et qui essaient de se donner des règles et des cadres communs, y compris entre acteurs hétérogènes. Un des sujets qu'on va avoir probablement devant nous, c'est le fait de dire comment est-ce qu'on va au bout d'une histoire de commun dans laquelle il y a des commoners, il y a des acteurs, hein, il y a des alertes assez fréquentes sur le fait que nous devons former des contributeurs. Les communs, c'est pas des choses, c'est des communautés humaines. Donc ça, c'est une perspective assez importante. Et puis, la dimension que vous venez de soulever sur le financement des communs et les obstacles a aussi été soulevée au fil de la journée par des échanges qui ont souligné les difficultés juridiques. Alors, d'une part,
pour les associations de rentrer dans des cadres de financement qui aujourd'hui vont très très bien aux startups et vont très très bien aux entreprises. Il y a un ensemble de cadres juridiques. Un des intervenants nous disait que c'était 2 fois plus cher pour une asso de mener un projet numérique que pour une entreprise, pour des tas de raisons fiscales diverses et variées. Donc c'est quand même pas neutre. Et je pense que ça rentre en ligne de compte. Et réciproquement, des acteurs de l'ESS qui sont très importants pour les communs, qui sont les coopératives, pour le coup, la philanthropie ne peut pas les soutenir. Ce qui veut dire qu'on est, on est dans une espèce de piège en ciseaux avec cette histoire-là, et dont certainement du plaidoyer et des actions de ce type-là pourront sortir, mais en tout cas, vous donnez de la force à cet enjeu du financement par votre avis. Donc, merci beaucoup de cela. Merci à toutes et à tous de votre attention. Merci à tous les intervenants d'avoir joué le jeu de cette forme dialoguée d'échange. Et puis, je crois que la nuit tombe. Bravo.